bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation. Un vrai remerciement chaleureux au laboratoire Draeger d'organiser cette session. Puis on voit que c'est une question qui vous intéresse puisque la salle est pleine. Donc merci à vous aussi de votre présence et puis j'espère que je vous ai vous apporter quelques informations, peut-être également clarifier un certain nombre de points qui seraient un peu confus. Alors je vous déclare mes liens d'intérêt. Effectivement, j'exerce comme consultant auprès de la société Draeger. Donc mon discours peut être pollué par mes liens d'intérêt. Donc faites attention à ce que je vais vous dire, c'est le diable qui vous parle. Alors pourquoi il faut se poser la question de nos pratiques en termes de ventilation chez les patients pour lesquels finalement pendant des années on ne s'est pas posé de questions, considérant que le patient chirurgical qui venait se faire endormir pendant quelques heures dans un bloc opératoire, ça ne posait pas tant de soucis que ça. Parce que malgré tout, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on a toute une série d'arguments qui nous laissent penser en tout cas que ce qu'on a fait, ou ce qu'on continue peut-être à faire, n'est pas si bien que ça. Alors ça c'est un travail, vous voyez, qui a été publié très récemment, plus de 1000 patients, pris tout venant dans un service, dans des services d'Amérique du Nord, des patients qui étaient proposés pour de la chirurgie abdominale, orthopédique ou de la neurochirurgie, donc pas forcément que des trucs forcément très orientés thoraciques, on va dire. Et ils ont voulu faire une sorte de photographie de l'incidence des complications pulmonaires post-opératoires chez ces 1000 et quelques patients. Première information, c'est que l'incidence des complications pulmonaires post-op, elle est méga élevée. 30% de patients développent des complications pulmonaires. 30%. Alors bien évidemment, c'est pas tous les mêmes niveaux de gravité. Il y a certains patients qui ont juste besoin d'une petite assistance ventilatoire en post-op, mais il y a aussi des patients qui vont développer des insuffisances respiratoires aiguës de causes diverses et variées. Et par exemple, effectivement, quand on fait une pneumonie en post-op, c'est rare, heureusement c'est rare. Par contre, quand ça survient, ça pique, parce que ça sortit d'une augmentation de la durée d'hospitalisation et il y a accessoirement aussi une augmentation de la mortalité hospitalière. Et puis quand on a besoin de ventilation non invasive en post-op, parce qu'on fait une insuffisance respiratoire aiguë, quand bien même on n'est pas intubé, ça sortit également d'une augmentation du risque de décès du patient dans la structure hospitalière. Et là, les données sont claires. Quand un patient est réintubé en post-opératoire des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë, son pronostic est extrêmement altéré, puisque vous voyez dans cette série de patients, la mortalité hospitalière des patients tout venant 0,6, 0,26%, 0,3, 0,4, 0,5, c'est les chiffres qu'on retrouve à peu près partout. Par contre, mortalité multiple 70, dès lors qu'on développe une insuffisance respiratoire qui relève de la prise en charge avec une intubation orotrachéale. Les causes d'intubation, vous les voyez. En premier lieu, on retrouve des choses dont vous avez l'habitude, encore une fois les atélectasies, les pneumonies, enfin des choses que l'on connaît tous. Bref, tout ça pour vous dire que tout ce que l'on peut faire pour éviter ça est bon à prendre. Parce que certes, ça va pas forcément sortir d'une augmentation de mortalité pour tous nos patients, mais il y en a certains qui peuvent le payer très cher, cette complication en post-opératoire. Alors une information qu'on doit avoir tous en tête, c'est que la complication pulmonaire, quand elle survient, c'est pas immédiatement pendant les quelques minutes ou quelques heures qui suivent la fin de l'intervention chirurgicale, c'est un peu décalé dans le temps. La complication pulmonaire post-op, ça survient grosso modo, pour vous donner une idée, au milieu de la première semaine, vers le 2e, 3e, 4e jour. Et donc clairement, c'est pas parce que votre patient sort de la salle de réveil sans avoir présenté de complications particulières qu'il ne va pas présenter de complications. Et finalement, le prix à payer de ce que l'on fait pas bien pendant la période opératoire, on le paye, ce prix-là, enfin le patient le paye, J2, J3 ou J4, alors même qu'il n'est plus sous notre surveillance, qu'il est parti dans un service de chirurgie, et parfois même ces patients, on n'en a aucun retour, puisqu'ils peuvent être transférés dans des réanimations dont on ne s'occupe peut-être même pas, et donc on n'a pas forcément cette connaissance de ce que l'on fait pas bien en pér-op peut avoir des conséquences délétères en post-op. Alors qu'est-ce qu'on fait pas bien? Malheureusement, ce qu'on fait pas bien, c'est qu'on règle pas bien nos ventilateurs, et pourtant, je vous dis, ça fait quelques années qu'on a des arguments qui commencent à se multiplier pour dire que si on fait mieux, on peut avoir un impact direct sur le pronostic de nos patients. Étude Las Vegas, étude qui vient juste d'être publiée, une étude observationnelle européenne, pilotée par l'ESA et certaines personnalités de la Société européenne d'anesthésie. Étude purement observationnelle, un peu moins de 10 000 patients, vous voyez 9 864 patients exactement, 146 pays, 146 centres pendant 30 pays, donc on va dire que ça n'est pas une problématique franco-française, c'est vraiment général. Leur critère de jugement principal, c'était d'essayer de définir quelle était la proportion de patients ou l'incidence des patients que l'on peut qualifier comme ayant un risque majoré de complications pulmonaires post-op. Alors ils ont fait pour ça, ils ont utilisé pour ça le score ARIS-4, qui a été publié par certains des auteurs de ce travail-là, Romé Canet pour ne pas le citer. Le score ARIS-4, il a plein d'avantages, quelques inconvénients, et l'avantage principal, c'est qu'il est extrêmement facile à qualifier dès la phase de consultation anesthésie, et ils ont voulu voir quelle était la proportion de patients qui présentaient un risque élevé de complications sur la base de ce score ARIS-4. Première information, c'est que 30%, encore une fois, des patients sont qualifiés comme ayant un risque
élevé ou majoré de complications pulmonaires post-opératoires parmi une population, je vous dis, tout venant de patients chirurgicaux. Et de façon non surprenante, quand on regarde le pronostic des patients qui ont un faible risque par rapport à ceux qui ont un risque augmenté de complications pulmonaires, bah, ces patients font plus de complications, fatalement, et vont également avoir une durée d'hospitalisation et une mortalité qui va être plus importante que ceux qui avaient un risque faible de complications. Donc effectivement, là-dessus, on est plutôt rassuré. Là, ce qui nous rassure beaucoup moins, c'est ça. C'est comment ces patients, qu'ils aient eu un risque faible ou un risque élevé, ont été gérés par les médecins anesthésistes que nous sommes tous pendant la période opératoire. Et donc sur la partie droite de la diapositive, vous voyez un schéma qui vous représente en abscisse donc les ranges de volume courant appliqués, en ordonnée les niveaux de PEP utilisés chez ces patients, et en orange les data points des patients qui ont un risque majoré de complications pulmonaires post-op, et en vert les patients qui ont un risque faible de complications pulmonaires post-op. Quand on regarde les patients ou la proportion de patients qui a reçu une ventilation qualifiée de non protective, on va revenir sur ce que l'on peut considérer de non protecteur. Par exemple, un volume courant au-dessus de 8 ou a fortiori au-dessus de 10 ml par kilo de poids électrique et une PEP inférieure à 5 cm d'eau, vous voyez qu'on a encore malheureusement une proportion énorme de patients chez lesquels on n'a pas forcément fait très attention au réglage de son ventilateur pendant la période opératoire, alors même que, finalement, très simplement, on aurait pu régler différemment les choses. Et finalement, la combinaison de deux conditions qualifiées de ventilation protective, à savoir VT inférieur à 8 ml par kilo de poids électrique et une PEP supérieure à 5, c'est utilisé chez une minorité des patients qui passent tous les jours dans nos blocs opératoires. Il y a une grosse variabilité des pratiques, ça on le retrouve dans d'autres séries. Ça c'est une série nord-américaine de l'équipe du Massachusetts General Hospital. Énorme variabilité, même si la proportion tend à augmenter l'utilisation de ventilation protective dans les blocs opératoires pour des patients chirurgicaux. Il y a une variabilité énorme entre praticiens, entre institutions, que ce soit sur les réglages de la PEP et les réglages du volume courant. Grosso modo, ce dont on a l'impression ces dernières années, c'est que le message du « il faut baisser le volume courant » est bien passé. Par contre, ça s'assortit bien souvent d'un niveau de PEP qui est soit trop insuffisant, soit absent dans l'immense majorité des cas. Et je ne vous parle même pas de l'utilisation du recrutement alvéolaire dont on reparlera dans la présentation, où là c'est carrément walou, personne ne fait du recrutement alvéolaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain, peut-être qu'ayant un intérêt particulier pour cette question-là, vous le faites chez vous, mais si vous regardez autour de vous ce que font vos collègues, je ne suis pas persuadé que beaucoup d'entre eux fassent du recrutement alvéolaire. Une question qui reste pas complètement tranchée, c'est est-ce que la modalité ventilatoire a un impact sur les complications pulmonaires? Est-ce que le fait de travailler plutôt en ventilation en pression ou en volume change quelque chose? La réponse, elle est non de prime abord, puisque effectivement, si on règle bien son ventilateur, si on fait attention à ce qu'on fait, que l'on utilise du volume ou de la pression contrôlée, on arrivera au même résultat. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on ne fait pas bien en ventilation, en pression contrôlée, peut-être que ça peut avoir un impact plus négatif. Et c'est ce qui ressort de cette analyse de 100 000 patients, encore une fois, par la même équipe que celle dont je vous ai présenté les résultats précédemment, l'équipe de Boston. 100 000 patients sur une période relativement rapprochée, 2007-2015. Ils ont regardé quel avait été le pronostic des patients qui avaient reçu une ventilation en pression contrôlée ou en volume contrôlé pendant la phase opératoire. Donc vous voyez, il y a 18 000 patients en ventilation pression, 91 000 en ventilation en volume, et ils ont retrouvé un élément pas inintéressant, c'est que les patients qui ont été soumis à une ventilation pression contrôlée faisaient significativement plus de complications, quelle que soit la complication pulmonaire qui était qualifiée, on en retrouvait plus chez les patients soumis à une ventilation en pression contrôlée. L'hypothèse, même si ce papier n'a pas vocation à fournir d'explications claires, mais l'une des hypothèses mises en avant par les auteurs qu'on veut bien accepter, c'est que lors des changements de position, des changements de compliance du système respiratoire de nos patients, si on ne règle pas bien son ventilateur en pression contrôlée, on peut être dans certaines situations confronté à la délivrance de niveaux de volume courant très très élevés. Et je suis sûr que vous avez déjà constaté ça, par exemple à l'occasion d'une célioscopie, lorsque le chirurgien exsuffle son pneumopéritoine, si vous êtes en pression contrôlée et que vous ne changez pas votre niveau de pression, brutalement le volume courant, alors que vous vouliez qu'il soit aux alentours de 500 ml par exemple, brutalement il va passer à 800, 900 ou 1 litre parfois plus qu'un litre. Et si on ne fait pas gaffe, le patient peut être exposé à des niveaux de volume courant parfois très élevés pendant une période de temps X, en tout cas pendant lequel on n'a pas correctement réajusté son réglage. L'avantage majeur de la ventilation en volume, c'est comment vous définissez les choses dès le départ. Si vous ne voulez pas avoir plus de 8 ml par kilo de poids idéal théorique de VT, le ventilateur ne délivrera pas plus de 8 ml par kilo de poids idéal théorique. Et donc comment faire mieux?
comment faire mieux? C'est accepter l'idée qu'il faut changer peut-être un peu nos pratiques et transposer chez le patient chirurgical au bloc opératoire ce qui se fait en réanimation, ou ce qui devrait également se faire en réanimation. Les enquêtes ne sont pas non plus très rassurantes en réanimation non plus. Et appliquer une stratégie de ventilation de type protective. Alors qu'est-ce que c'est une ventilation protective? C'est une ventilation qui a deux objectifs. D'une part, éviter les phénomènes de surdistension qui sont liés à l'application et à l'utilisation de niveaux de volume courant très élevés ou trop élevés. La surdistension, c'est quoi? Finalement, c'est à la fin de l'insufflation, en télé-inspiratoire. Si vous impliquez sur votre patient un volume courant très élevé, ça va générer un étirement de l'alvéole en télé-inspiratoire. Donc ça, c'est ça la surdistension. Et puis il y a d'autres mécanismes lésionnels, notamment l'atélectroma. L'atélectroma, c'est quoi? C'est les phénomènes de cisaillement qui vont intervenir à la jonction des zones qui sont collabées et non collabées. Et ça survient notamment quand on n'applique pas de pression de fin d'expiration positive chez le patient. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'expiration, l'alvéole se collabe, puis elle va se réouvrir à l'insufflation suivante, puis se recollaber, et ainsi de suite. Et donc si on veut appliquer une stratégie de ventilation protective, c'est réduire son volume courant pour éviter ces phénomènes de surdistension, et également en parallèle appliquer une pression de fin d'expiration positive pour éviter que l'alvéole se collabe à la fin de l'expiration. Donc on limite la surdistension et on évite le collapsus en maintenant une pression de fin d'expiration positive. Ça, c'est la base. Après, j'essaierai de vous montrer que ça ne peut pas suffire et qu'il faut appliquer des manœuvres de recrutement en parallèle de ça. Alors, encore une fois, pourquoi? C'est parce qu'on veut prévenir ces lésions-là, ces lésions dites pulmonaires induites par la ventilation mécanique, ces lésions donc, de surdistension ou d'atélectroma qui vont être responsables de modification de l'architecture du poumon. Ça a surtout été constaté chez des patients ventilés pendant plusieurs jours en réanimation, mais on observe des données un peu équivalentes également sur quelques heures de ventilation chez les patients chirurgicaux au bloc opératoire. Et on sait que ces modifications ont des conséquences structurelles et également biologiques au niveau alvéolaire et également au niveau systémique via des mécanismes de décompartimentalisation ou de mécanotransduction. C'est particulièrement embêtant en chirurgie parce qu'en chirurgie, votre patient va peut-être possiblement agressé par la ventilation inadaptée, mais il va subir d'autres agressions, parce que finalement le patient il est aussi là et avant tout pour se faire opérer par un chirurgien. Et il y a certaines chirurgies, on sait que la chirurgie digestive majeure, la chirurgie vasculaire, toutes ces chirurgies qui peuvent s'assortir de temps d'ischémie et de reperfusion, c'est des chirurgies où il va y avoir des pertes sanguines. Tous ces petits mécanismes lésionnels additionnels vont créer les conditions de ce qu'on appelle un multiple hit, c'est-à-dire que tous ces petits mécanismes additionnels vont générer les conditions d'apparition de complications, notamment de complications pulmonaires. Et il y a un certain nombre de travaux, notamment expérimentaux, qui ont montré que la ventilation mécanique inadaptée, avec des réglages inadaptés, pouvait sensibiliser le poumon à ces agressions supplémentaires qu'il va recevoir pendant la période chirurgicale. Et donc, en clair, si on peut, dès le début de la phase opératoire, ne pas exposer le poumon à de l'agression, c'est bon à prendre. Malheureusement, le reste, on n'y peut pas grand-chose. C'est le chirurgien qui aura la main sur éviter le saignement massif et tous les trucs que vous connaissez. Le niveau de preuve dans la littérature, il n'est pas délirant non plus, il faut rester modeste. Il n'y a pas de tonnes et des tonnes d'études qui ont comparé des stratégies de ventilation protective et non protective. Il y a l'étude française Improve que j'avais coordonnée et qui avait montré qu'effectivement, quand on appliquait une stratégie de ventilation protective en réduisant son volume courant, en mettant une PEP et en faisant du recrutement alvéolaire à intervalles de temps réguliers par rapport à une stratégie contrôle qui consistait à avoir un volume courant un peu plus élevé aux alentours de 10 à 12 ml par kilo de poids deltoïque sans PEP, donc ce que je vous ai présenté en introduction, quand on règle son ventilateur selon une modalité protective, on avait un impact favorable sur le pronostic, notamment sur un critère de jugement composite, c'était la courbe Kaplan-Meier que vous voyez à gauche, mais également sur des critères de jugement secondaires, comme notamment le fait de recourir à une intubation ou de la VNI pour une insuffisance respiratoire aiguë. Alors l'étude Improve, elle a été beaucoup discutée, beaucoup critiquée, et une question qui n'a pas été tranchée par l'étude Improve, c'est est-ce qu'il faut finalement utiliser des niveaux de PEP élevés ou faibles chez les patients chirurgicaux? Et il y a une étude qui est l'étude Provilo qui a essayé de répondre à cette question-là, et donc eux ils sont partis du principe qu'il fallait faire un petit volume courant chez tout le monde. Et donc les deux bras de l'étude avaient un petit niveau de volume courant, et dans un bras ils faisaient une PEP minimale, 2 cm d'eau, et dans le bras interventionnel, qui est qualifié d'interventionnel, c'était une PEP de 12 cm d'eau et des manœuvres de recrutement alvéolaire. Sur un critère de jugement qui était un composite, et le composite, vous voyez, il n'y a pas de différence entre les deux bras, 39% de patients qui font des complications versus 40% de patients qui font des complications. Première information, l'étude elle est négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux bras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bras qui est supérieur à l'autre. Deuxième information, c'est que l'incidence des complications il est élevée, l'incidence elle est élevée, 40% de complications pulmonaires. Donc ça veut dire que c'est encore, même dans cette série-là de patients, c'est un problème qui n'a pas été tranché. Et les auteurs ont essayé de faire passer l'idée que dans la mesure où il n'y avait pas de bénéfice démontré en termes de réduction des complications de la stratégie haute PEP recrutement, il valait mieux faire une stratégie basse PEP
pas de recrutement parce que les patients exposés à une stratégie incluant des manœuvres de recrutement alvéolaire faisaient plus d'événements hypotensifs et avaient un recours plus fréquent aux vasopresseurs. Alors, évidemment, il est clair que quand on fait du recrutement alvéolaire, il faut avoir ça en tête. Le recrutement alvéolaire, c'est quoi? C'est une augmentation transitoire de la pression dans le thorax. Et donc, quand on fait ça, on gêne le retour veineux. Et donc, on va faire chuter le débit cardiaque, éventuellement la pression artérielle. Et donc, effectivement, les patients qui sont exposés à ces stratégies peuvent faire plus d'événements hémodynamiques indésirables. Et donc, ce qui m'amène à vous faire également vous sensibiliser sur le fait que cette stratégie de ventilation protective ne doit pas être dissociée d'une stratégie d'optimisation hémodynamique. Et idéalement, si on veut faire bien les choses, il faut en parallèle de ça vérifier au préalable que votre patient n'a pas besoin d'être optimisé sur la volémie. Et quand on fait ça, quand on donne du fluide chez les patients qui en ont besoin, on s'aperçoit que la répercussion hémodynamique du recrutement elle est beaucoup moins marquée. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que considérer qu'il ne faudrait que réduire le volume courant, c'est faire une erreur énorme, et en tout cas, c'est induire les docteurs que nous sommes tous dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis très longtemps que si on fait ça, on va ne faire qu'une chose, c'est générer du dérecrutement alvéolaire. Et ça, c'est chez les patients qui sont à SDRA, mais peu importe, la logique, elle est la même au bloc opératoire. Si vous ne faites que baisser votre volume courant, quand même vous mettez une PEP en parallèle et que vous ne faites pas de manœuvre de recrutement, vous allez générer fatalement du dérecrutement alvéolaire. Et le seul moyen dans cette série de patients, vous voyez, qui avait comparé un niveau de volume courant à 6 versus un niveau de volume courant à 10 ml par kilo avec une PEP qui était la même dans les deux conditions, quand on passe de 10 à 6 ml par kilo, on génère du dérecrutement alvéolaire qui était mesuré au scanner. Et le seul moyen de s'affranchir de cette perte de volume pulmonaire, c'était de faire du recrutement alvéolaire. Et donc si vous ne faites que baisser votre volume courant, vous risquez d'être confronté à des soucis. Et c'est ce qu'ont mesuré ces auteurs dans cette série rétrospective avec toutes les limites que ça comporte de 29 000 patients. 29 000 patients qui ont été comparés entre deux périodes, 2008-2011. Ils ont voulu vérifier quel était l'impact sur la pratique des médecins anesthésistes en Amérique du Nord et l'appropriation des stratégies de ventilation protective. C'est-à-dire, en clair, est-ce que ce qui a été montré chez les patients SDRA en réa a été s'est transposé dans la pratique quotidienne des docteurs en anesthésie et quel a été l'impact sur le pronostic des patients. Et donc, ils s'attendaient à montrer que le fait de s'approprier ces stratégies au bloc opératoire s'accompagnait d'une amélioration du pronostic. Et en fait, ils ont constaté quoi? C'est que la seule chose que les docteurs avaient fait, c'était baisser le volume courant. Entre 2008 et 2011, effectivement, la proportion de patients exposés à un niveau de volume courant élevé a baissé, mais dans le même temps, la mortalité a augmenté. Alors, c'est une association statistique, il n'y a pas de lien de causalité clair, mais pourquoi ça? L'une des hypothèses, c'est que, encore une fois, le fait de ne faire que baisser son volume courant, si on ne fait pas le reste du bundle, c'est-à-dire la PEP qui va bien et le recrutement alvéolaire, ça peut être aussi délétère, finalement, que d'être exposé à un niveau de volume courant plus élevé. Et donc il y a une relation quasiment dose-effet qui peut être mise en évidence, même si encore une fois tout n'est pas parfait. Et clairement, quand on est exposé à des niveaux de volume courant très élevés, la plupart des séries retrouvent ça, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du risque de voir apparaître des complications pulmonaires en post-op. A contrario, quand on est exposé également à un niveau de volume courant insuffisant, en particulier si on n'a pas mis de PEP et si on ne fait pas de recrutement, on a peut-être tendance à observer une augmentation du risque de complications. Et donc aujourd'hui, le range que l'on peut proposer, c'est, si vous ne voulez pas faire de bêtises, 6 à 8 ml par kilo de poids idéal théorique et pas de poids réel. On est bien d'accord, c'est sur le poids idéal théorique que tout ça s'évalue. Et vous surveillez ce que ça donne sur la pression de plateau. L'objectif, c'est de ne pas avoir de pression de plateau très élevée et qui ne doivent pas, au bloc opératoire comme en réanimation, excéder 28 à 30 cm d'eau. Alors je vous dis tout de suite, en réa, ça peut être un souci, parce qu'on a des patients qui peuvent avoir des compliances qui peuvent être altérées. Au bloc opératoire, c'est exceptionnel, à l'exception des patients obèses peut-être, mais dans l'immense majorité des cas, on a des pressions de plateau qui sont basses. Par contre, ça présuppose de pouvoir surveiller la pression de plateau. Et aujourd'hui, si je faisais un petit sondage du combien parmi vous surveillent en routine la pression de plateau ou la résultante sur la pression de plateau du volume courant que vous avez réglé sur votre ventilateur, faisant le sondage, qui surveille la pression de plateau en routine? Ah, c'est pas si mal quand même, c'est pas si mal. Alors je ne sais pas comment vous faites parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que la plupart des ventilateurs d'anesthésie, jusqu'à très récemment en tout cas, ne permettaient pas de faire une mesure fiable et précise de la pression de plateau. La pression de plateau, vous savez, pour le faire, il faut faire une pause télé-inspiratoire de quelques secondes. Alors dans la littérature, c'est de 1 à 5 secondes. Et quand on fait ça, donc pendant ce temps de pause télé-inspiratoire, vous avez un débit qui s'annule et le ventilateur va vous mesurer la pression qui est présente dans le système à la fin de la pause. Et donc si on zoome, effectivement, on voit que entre le début et la fin de la pause, il y a une petite différence. La pression de plateau, la véritable pression de plateau, elle est là. Et donc si on veut avoir une vraie pression de plateau, il faut pouvoir faire une pause télé-inspiratoire.
D'accord. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y avait pas de ventilateur dans le commerce qui permettait de faire de façon fiable cette mesure de la pression de plateau. Et heureusement, enfin heureusement ou je ne sais pas, à condition que les gens s'approprient cette utilisation-là, mais les industriels nous aident et par exemple la société Dragueur propose maintenant en automatique la possibilité d'avoir accès à la mesure de la pression de plateau, exactement comme ce qu'on faisait en réa et qu'on fait toujours en réanimation. Vous pouvez mesurer la pression de plateau sur votre ventilateur d'anesthésie, sur des ventilateurs d'anesthésie de dernière génération, bien sûr. Et puis, il faut bien accepter l'idée que le volume courant est indispensable. Il ne faut pas ventiler avec un volume courant au-dessus de 10, mais par contre, le volume courant, ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout, et ce qui va faire la différence, c'est le fait de réaérer ce qui peut être réaéré, et donc de faire des manœuvres de recrutement alvéolaire, et c'est ce que disait de façon peut-être un peu exagérée Bruckmann-Lachmann dans cet éditorial publié il y a quelques années, c'est que le seul moyen de préserver l'intégrité du poumon, c'était de réouvrir tout ce qui pouvait être réouvert, et surtout de faire en sorte que ce qui avait été ouvert reste ouvert. Donc c'est le fameux concept du open the lung and keep the lung open, c'est-à-dire on ouvre le poumon avec une manœuvre de recrutement, et on applique une PEP derrière pour éviter la perte d'aération secondaire. Pourquoi c'est important? Alors ça, c'est un travail qui a été fait au scanner chez des patients obèses, avec des scanners qui sont faits à l'état de base, après induction et après un temps de ventilation mécanique. Donc vous avez le scanner du patient obèse au départ, donc à condition awake, dans deux circonstances. Donc des patients qui vont être exposés simplement à l'application d'une pression de fin d'expiration positive, c'est-à-dire qu'après l'intubation, on met une PEP. Il y a des patients chez lesquels on va faire la même chose, mais ça va être précédé de la réalisation d'une manœuvre de recrutement alvéolaire. Voilà ce qui se passe après induction anesthésique. Encore une fois, quand on fait une induction anesthésique, on génère des atelectasies. Ça n'a pas forcément une traduction clinique avec une chute de la saturation pulsaire en oxygène. Vous n'allez pas forcément le voir sur votre scope. Le patient ne va pas forcément désaturer, mais 90% des patients que vous endormez tous les jours font des atelectasies sans que vous vous en rendiez compte. Et donc quand on leur fait des scanners, on voit ça. Quand on applique simplement une PEP, c'est le scan du haut, vous voyez que ça change finalement pas bien grand-chose sur la quantité de poumons qui est concernée par la téléctasie. Si par contre on fait la même chose, mais après avoir fait une manœuvre de recrutement alvéolaire, on a tout réaéré, ce qui pouvait être réaéré. Si on se place à 30 minutes, non 20 minutes, pardon, la PEP ne marche pas mieux, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez attendre 20 minutes, 1 heure d'effet potentiel de la PEP que vous allez réaérer quoi que ce soit. Ce qui n'a pas été réaéré avec une PEP de 10 cm d'eau ou de 12 ou de 15 ne le sera jamais. Parce que les niveaux de pression dont vous avez besoin pour aérer un poumon sont bien supérieurs. Et dans cette stratégie, vous voyez que 20 minutes après, l'effet semblait perdurer. Alors on peut se dire pourquoi finalement ne pas faire qu'une manœuvre de recrutement alvéolaire sans mettre de PEP derrière? Parce que si vous faites ça, vous allez avoir un effet qui va être extrêmement transitoire. La manœuvre de recrutement va marcher, mais le poumon va se réaffaisser très rapidement après. Et donc il faut absolument faire les deux. C'est petit volume courant, on fait une manœuvre de recrutement pour aérer ce qui peut être aéré, et derrière on met le niveau de PEP qui va bien pour éviter que ça se recollabe. Alors, le recrutement alvéolaire, c'est un mécanisme qui est pression et temps dépendant. Donc il va falloir appliquer un certain niveau de pression pendant un certain temps. Et c'est le seul moyen de faire bien les choses. Au bloc opératoire, ce que l'on peut vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il faut appliquer une pression d'au moins 30 cm d'eau pour réaérer ce qui doit être réaéré pendant probablement une vingtaine ou une trentaine de secondes. Alors, il y a différents types de manœuvres de recrutement qui ont été décrites dans la littérature. On pourra en discuter si vous voulez. Le gros souci, quand on interroge les docteurs, c'est que c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, on comprend le concept, mais on ne le fait pas parce qu'on est un peu perdu face à son ventilateur sur la façon dont il faudrait pouvoir faire les choses bien en termes de recrutement alvéolaire. Et donc, on a vraiment besoin, encore une fois, que les procédures soient simplifiées, ou en tout cas que l'industrie nous aide à simplifier au maximum les procédures. Et encore une fois, le laboratoire Dragueur, dans son évolution logicielle, va nous permettre de ne plus faire cette tête-là quand on arrivera devant la machine, puisque aujourd'hui, il est possible d'avoir des procédures qui sont totalement automatisées et automatisables et complètement paramétrables en fonction de ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de la typologie de patients que vous prenez en charge, de la catégorie de chirurgie que vous réalisez dans vos centres. Vous programmez votre manœuvre de recrutement une bonne fois pour toutes, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Start, elle se délivre automatiquement, et puis si jamais il y a un souci, vous faites Stop, et puis ça s'arrête automatiquement. Et donc clairement, l'enjeu maintenant, ça va être qu'on s'approprie ces procédures automatisées pour faire en sorte que le concept passe du simple concept à une pratique un peu plus marquée dans les faits. Alors pour conclure,
Quand, comment et pourquoi faire une ventilation protectrice au bloc opératoire? Alors j'espère vous avoir compris que pourquoi il n'y avait pas vraiment de raison de se poser la question. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter que 30% de nos patients développent des complications pulmonaires, c'est pas possible. 30% c'est plus que les complications cardiaques, c'est plus que les complications rénales, c'est plus que tout. Et encore une fois, il en va de notre responsabilité de médecins impliqués dans cette période opératoire de réduire l'incidence de ces complications qui sont des complications qui sont totalement évitables pour une grande partie d'entre elles, simplement en prenant conscience qu'en réglant son ventilateur différemment, on fait mieux. Donc pourquoi? Parce que c'est efficace et puis accessoirement ça coûte que dalle quoi. Vous n'allez pas avoir besoin d'acheter des médicaments à 10 millions d'euros pour baisser la morbidité chez vos patients et vous allez le voir tout de suite. C'est-à-dire simplement en réglant différemment votre ventilateur, vous n'avez rien dépensé et tac, vous voyez déjà un effet dans votre pratique quotidienne. Quand mon sentiment c'est que c'est tout le temps et chez tout le monde. Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ces réglages de ventilateur chez tout le monde, ça ne coûte rien et de toute façon ça n'est pas délétère. Alors effectivement, on peut se poser la question du jeune qui vient se faire opérer pendant 30 minutes d'une cure de hernie inguinale. Probablement que celui-là, il n'en a pas vraiment besoin. Mais dans l'immense majorité des cas, on a des patients qui, quelle que soit leur typologie de chirurgie, sont exposés à un risque de complication. Ça ne coûte rien et ce n'est pas délétère de baisser son volume courant, de mettre une PEP. Donc faites-le, vraiment faites-le. Comment? Comment c'est très simple. On baisse son volume courant, on met une PEP. Je pense moi qu'une PEP pour tout le monde au bloc opératoire, ça doit être au moins 5 cm d'eau et qu'il n'y a pas de raison d'aller au-delà de 10 chez tout le monde. Après, on peut discuter à la marge chez certains patients ou dans certaines circonstances, peut-être qu'on peut monter la PEP au-dessus de 10, mais dans l'immense majorité des cas, c'est entre 5 et 10 cm d'eau. Mais ça ne peut pas se faire, encore une fois, sans faire du recrutement alvéolaire en parallèle. Alors, on pourra discuter à l'infini du réglage optimal de la PEP post-recrutement. On peut faire plusieurs mercredis, si vous voulez, là-dessus. Mais ce n'est pas l'objet, je pense, de la présentation du jour. Voilà, on a proposé quelques recommandations qui sont disponibles dans la littérature. Donc ça, c'est un papier qui est disponible dans la revue Anesthésiologie. Je vous renvoie vers ce papier si vous voulez. Ça reprend grosso modo ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et on propose d'intégrer ça dans un concept un peu multimodal, une sorte de bundle de soins qu'on appelle le POP. Le POP, c'est quoi? C'est le concept qui voudrait qu'on puisse, grâce aux performances des machines notamment et à la meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques, accepter qu'on puisse, chez certains patients en tout cas, ou une majorité d'entre eux, maintenir une pression positive pendant toute la période pendant laquelle il va être exposé à un risque de voir son volume pulmonaire temps d'expiration baisser. Et c'est quoi le POP? C'est faire de la VNI pour la préoxygénation. Grâce à cette pression positive que vous utilisez pendant la préoxygénation, vous maintenez un certain niveau de volume de fin d'expiration positive, et donc vous évitez la survenue d'un certain nombre d'atélectasies. Ensuite, une fois que votre patient est intubé, vous faites ce qu'on vient de dire, la ventilation plutôt protective. Et on maintient la pression positive dans le poumon, c'est le troisième P pour le post-op, chez certains patients en faisant de la VNI prophylactique, même si probablement il faudra affiner notre réflexion sur quel patient doit être priorisé sur cette ventilation non invasive prophylactique. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, juste avant les questions, j'en profite parce que je vois certains d'entre vous avec leur téléphone qui prennent le docteur Futier et ses diapos en photo tel une pop star. Sachez qu'à la fin de la séance, on vous remettra un petit flyer qui peut d'ailleurs servir de marque-page pour se souvenir combien cette journée était belle. Et en bas de ce flyer, vous aurez un petit QR code que vous pourrez flasher qui vous donnera accès aux présentations. Donc, vous n'avez même pas besoin de prendre les photos. Merci pour ce super topo. J'imagine que l'assistance a plein de questions. Ou pas, si j'étais clair. Oui, j'ai été très attentif. Et tu vois bien, ouais. Tu ne me vois jamais, bon, c'est pas grave. Mais si, je l'ai vu hier. Ce beau plaidoyer, moi dans la pratique courante, c'est ça. Le malade, pratique courante, je suis avec l'IAD. Le malade, il est un peu gros, c'est la pratique quotidienne. Il est un peu gros. Peut-être qu'il faut le recruter. Au bout d'une demi-heure, il faut commencer à recruter. Ça, on sait. Elles savent ce que c'est qu'un recrutement. Elles sont très bien formées, nos IAD. Ouais. Mais c'est vrai que dans la pratique quotidienne, on ne le fait pas. Alors, il me semble avoir vu un appareil dans un bloc opératoire qui était celui dont vous parlez là, que beaucoup d'hôpitaux n'ont pas. Donc il faudrait qu'ils les aient. Quel appareil? Le nouveau Draguer oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le Perseus. Voilà, Perseus. Et donc, voilà, alors je dis, oui, moi j'en ai vu, j'ai vu des appareils avec ça, oui, mais on ne l'a pas. Mais c'est peut-être l'appareil, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'habitude, le volume courant qui a diminué, c'est passé, la pipe, c'est passé, mais le recrutement, ça reste quelque chose de très épisodique et très aléatoire. Et je vous remercie de ce plaidoyer. Merci. Pour autant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de Perseus qu'il ne faut pas faire de recrutement.
Le recrutement peut être fait avec n'importe quel ventilateur et si vous avez vraiment une rave, vous pouvez toujours le faire avec le ballon, effectivement. Justement, au bloc opératoire, on a cette sécurité de la valve APL, Ouais, on n'a pas en réanimation, Exact. qui vous permettra de ne pas faire exploser le poumon de votre patient en mettant une pression maximale, 30, 35, 40, et d'appliquer une pression au ballon. Donc si vous n'avez pas de Perseus, faites ça. Oui, monsieur. Ouais. 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 Non. Alors ça, c'est un vieux fantasme, un vieux dogme, je ne sais pas comment on peut dire, qui voudrait qu'en mettant 100% d'oxygène avant d'extuber un malade, on puisse prévenir les complications qui vont suivre au moment où on va retirer la sonde d'intubation ou la laryngée ou que sais-je. On sait que c'est faux. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez améliorer de façon très très transitoire la PaO2 de votre patient, mais il y a un certain nombre de travaux qui l'ont montré. J'ai notamment un travail en tête qui a été fait chez des BPCO, où quand on met 100% d'oxygène avant d'extuber ces patients-là, alors certes, ils sont mieux que les patients qui ont été extubés avec la FiO2 à 30% à 5 minutes, mais à 30 minutes, c'est pire. Pourquoi? Parce que finalement, le fait d'avoir remonté la FiO2 avant de les extuber a généré un certain nombre de soucis que le patient va payer dans les minutes qui suivent. Donc on ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données sont claires, il n'y a pas de raison de mettre 100% d'oxygène avant d'extuber un malade, sauf si votre patient avait déjà 100% d'oxygène avant parce qu'il est très hypoxémique ou que sais-je. Enfin, vous m'accorderez que c'est vraiment une part infinitésimale des patients dont on s'occupe chaque année. Mais dans l'immense majorité des cas, pour l'immense majorité de nos patients, vous laissez la FiO2 que vous avez utilisée en PEROP et 35, 40, 50% des FiO2 suffisent très largement. Très largement. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Pour aller dans le sens d'Emmanuel, ça c'est une énorme connerie qu'on a tous apprise, donc de préoxygéner les patients. Dans les dernières RFE de l'ASFAR sur intubation-extubation, il y a écrit « il ne faut pas préoxygéner ». Il y a aussi écrit « il ne faut pas aspirer dans la sonde d'intubation au moment où on extube ». Donc là, on l'a écrit clairement. Je sais qu'on a tous appris ça quand on a appris l'anesthésie-RIA, mais c'est une connerie qu'on a tous apprise. Il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien et c'est délétère. On a le temps pour une dernière question. Alors, ça c'est une super question, pour laquelle malheureusement je n'ai pas de réponse définitive à vous apporter. La question de madame, c'est quand est-ce qu'on fait le recrutement et surtout quand est-ce qu'on renouvelle les procédures de recrutement. Alors, pour faire pragmatique, l'idée c'est de dire, là, faut le faire le plus tôt possible. Donc, dès que votre patient a été endormi, intubé et placé sous assistance ventilatoire, dès lors que vous avez réglé les problèmes d'instabilité hémodynamique qu'on peut observer après une induction, tac, vous faites un premier recrutement, ce qui va vous permettre de démarrer sur une situation stabilisée, où vous allez avoir la possibilité de recruter tout ce qui est recrutable. Et a priori, dans cette situation-là, donc vous avez une situation qui est optimale. Ce que je vous propose, moi, dans cette situation-là, c'est de faire un point de mécanique ventilatoire et de faire une estimation, une mesure de la compliance du système, qui est très imparfaite. Vous faites une boucle. Vous savez que sur tous les ventilateurs, il y a des boucles. Vous faites une boucle, vous la figez, et cette boucle vous renseigne sur les caractéristiques mécaniques à l'instant T post-recrutement chez un patient pour lequel il n'y a pas eu encore de stimuli ou d'agression chirurgicale. Et vous mesurez donc la compliance et la pression de plateau. Si vous voulez même faire hypersioux, vous pouvez même mesurer la pression motrice, la pression de plateau, moins la PEP que vous utilisez à ce moment-là. Oui, monsieur. C'est une petite vanne qu'on a tous les deux. Et donc, vous avez votre situation de départ, et puis ensuite la chirurgie commence. La chirurgie commence, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites comme ce qu'on a fait dans Improve, c'est-à-dire que vous protocolisez la répétition des manœuvres de recrutement. Dans Improve, c'était volontairement très rapproché, on faisait 30 à 45 minutes. Probablement que c'était un peu trop, mais c'était le protocole qui voulait ça, et on pourrait proposer aujourd'hui une fois par heure, peut-être que c'est pas mal. Ou alors vous faites plus élégant, et vous ne faites des manœuvres de recrutement qu'aux patients qui en ont besoin. Et le besoin, c'est quoi? C'est une modification de la compliance et des paramètres et des caractéristiques mécaniques respiratoires induites par ce qui se passe pendant la chirurgie. En clair, si vous voyez pendant la chirurgie votre compliance changer, bien évidemment qu'il n'y a pas eu de modification des écarteurs et tout ça, et donc ce que vous mesurez comme modification de compliance n'est que la traduction d'une modification de la compliance pulmonaire et pas de la compliance de la paroi, il y a de fortes chances que cette modification de compliance soit la résultante de la réapparition d'atelectasie, parce que le niveau de PEP appliqué n'a pas été suffisant. Et donc, tac, on renouvelle la manœuvre dans ce cas-là. Bien, merci. Moi, hélas, malheureusement, je ne travaille pas à Clermont-Ferrand, et donc je suis convaincu aussi, même de recrutement, je voudrais juste souligner pour finir ce topo, que
que c'est un bundle, que tout est important, que le manuel de recrutement, ça a l'air de passer dans l'assistance, donc j'en suis ravi, mais n'oubliez pas que ça commence dès le volume courant. Et si je pose la question qui fait la ventilation protectrice, vous avez tous levé la main, mais si je demande qui applique le volume courant sur le poids théorique, je ne suis pas sûr du même résultat, et donc commencez par là. Merci. Merci beaucoup. On va passer à l'intervenant suivant, le docteur Benjamin Constance, qui va vous présenter un retour d'expérience qu'il a au CHU de Lille sur un nouvel outil proposé par la société Dragueur sur ses ventilateurs de dernière génération, qui va peut-être nous permettre d'aider à faire de la ventilation protectrice et qui s'appelle le Smart Ventilation Control. Merci. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici dans cette session. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation et je vais vous faire part de notre retour sur un nouveau mode de ventilation qu'on a eu l'opportunité de tester il y a quelques mois sur nos appareils en gynécologie. Donc on a 2 Zeus et on a pu faire implémenter ce nouveau mode de ventilation. Alors déjà, pour commencer, c'est la palissade, mais quand on fait de la ventilation et de la chirurgie tous les jours, il y a quelque chose qui nous obsède, hormis tous les paramètres hémodynamiques classiques, c'est purement en ventilation, c'est le CO2 et la paix de CO2. Pourquoi? Parce que il faut considérer un peu ce paramètre-là comme l'SVCO2 de la ventilation, c'est-à-dire un marqueur qui nous permet d'avoir au moins une notion que la majorité des systèmes du patient, que ce soit au niveau de la ventilation, au niveau de la circulation et de ses échanges gazeux, se passent bien. Donc ça, c'est des choses qu'on pratique tous les jours et on a nos propres normes qui varient en fonction de nos chirurgies. Donc on va se dire à peu près, on va dire 35 mm de mercure. On passe quand même une partie de notre temps à essayer de réguler ce paramètre en faisant varier différentes choses sur nos ventilateurs. Et il serait peut-être intelligent, avec nos nouveaux appareils, les nouvelles technologies qui apparaissent en ce moment, de pouvoir automatiser cette cible de normalité sur ce paramètre-là. Alors c'est le principe de ce nouveau mode de ventilation, ce SVC pour Smart Ventilation Control. Et c'est une des évolutions parmi tant d'autres qui sont apparues dans l'historique de tous ces modes de ventilation et de toute cette philosophie de la ventilation périopératoire. Et donc le but premier de ce truc-là, c'est d'avoir une norme figée de paix de CO2 durant toute la chirurgie. Donc ce qu'on fait tous les jours quand on veut contrôler ces paix de CO2, c'est qu'on va vouloir faire varier notre volume courant, que ce soit par un mode justement en ventilation contrôlée ou en pression contrôlée, et aussi de faire varier la fréquence respiratoire. Donc nous, on a été choisis dans notre centre pour tester très fraîchement ce mode de ventilation, parce que comme beaucoup de nouvelles choses, il y a des critères d'exclusion. Et par exemple, on ne fait pas de ventilation unipulmonaire en chirurgie gynécologique, fort heureusement, et on a quand même très peu de patientes BPCO sévères, il ne faut pas se cacher. Et on ne fait pas de CEC, sauf gros problème chirurgical, heureusement. Donc en pratique, voici notre bloc, et donc on a fait implémenter ce nouveau mode de ventilation sur un Zeus, en l'occurrence 2 Zeus. Donc comment ça se passe en pratique? Parce que le but du jeu, c'est de vous faire le retour pratico-pratique de ce nouveau mode de ventilation. Donc vous avez votre tableau de Zeus ou de Perseus, on va dire à peu près classique, donc juste après l'intubation, donc c'est des screenshots qu'on a fait sur nos machines, et on passe de notre mode en ventilation contrôlée ou en pression contrôlée au mode SVC indiqué comme ci. Vous rentrez votre donnée anthropométrique basique, donc la taille du patient, en l'occurrence une grande patiente, qui va nous permettre de calculer le poids théorique de cette patiente, et après vous appliquez les recommandations qui nous sont dites tout à l'heure, donc essayez de ventiler notre patient entre 6 et 8 ml/kg. On va aussi mettre nos ranges de TCO2 acceptables, et vous n'aurez plus que la main sur la PEP à appliquer en fonction des recommandations citées précédemment. Vous lancez la machine, il vous propose des paramètres supplémentaires, donc est-ce que votre patient est intubé, est-ce qu'il est BPCO, et est-ce que vous voulez avoir une ventilation strictement contrôlée, ou est-ce que vous laissez la marge au patient pour avoir une respiration spontanée. Donc ça, c'est en fonction de vos pratiques. Et on va pouvoir lancer tranquillement notre mode de ventilation qui va s'adapter un petit peu tout seul. Donc là, c'est la première phase, une fois que vous avez commencé votre ventilation.
Donc il va choisir, on va dire, des paramètres assez classiques, calculés en fonction du poids théorique et d'une fréquence qui n'est pas exceptionnelle, 12 par minute. Et on se rend compte très rapidement que on n'est pas du tout dans les ranges classiques de TCO2, on est à 29 de TCO2, et donc la machine va commencer à acquérir ces données-là afin de pouvoir adapter le volume et la fréquence respiratoire du ventilateur de façon automatique. Donc vous pouvez voir ici, automatiquement, la machine, alors c'est le temps de 3, 4, 5 minutes, va adapter tranquillement par paliers successifs, à la fois en volume et en fréquence respiratoire, afin d'atteindre notre zone cible de TCO2. Toujours la même chose, on garde la main sur la PEP, ça ne change rien. Là, vous pouvez voir un peu l'historique de ce qu'a fait la machine. Donc, on avait souhaité, chez cette patiente-là, de ne pas laisser de marge de ventilation spontanée à cette patiente. Donc, automatiquement, l'aide et le trigger de la machine ont été passés pour faire de la ventilation contrôlée, pure et stricte. Donc là, petite chose intéressante, on a accès quand même à l'historique de ce qu'a fait la machine. C'est pas quelque chose, une boîte noire totalement obscure qui commence à faire un peu n'importe quoi et qui laisse l'anesthésiste réa ou l'IAD complètement étonné et un peu rebuté par l'appareil. On peut voir vraiment ce qu'elle fait au fur et à mesure et comprendre son fonctionnement, ce qui est intéressant. Un autre truc, donc ça c'est pas un screenshot de chez nous, qui est assez sympathique, c'est à la fin de vos interventions, on va essayer de retourner à une ventilation spontanée, c'est quand même le but généralement de pouvoir extuber nos patients, et donc on va passer à un mode qui va, on va dire, un peu mimer le smart care. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des machines comme ça ou des smart care dans d'autres firmes. Le but du jeu, c'est de pouvoir passer d'une ventilation contrôlée stricte à une ventilation aidée, jusqu'à temps d'avoir des paramètres compatibles avec l'extubation du patient, ce qui est un des modes très utilisés en réanimation en tout cas. Pour notre retour d'expérience pur et dur, donc on a pu tester ce mode de ventilation dès le marquage CE fait quelques jours après, et ce pendant approximativement 1 mois. Et ça a un retour d'expérience, au final, un peu sur une version bêta. Comme vous avez pu comprendre, c'est quand même quelque chose qui a été fait très rapidement après ce marquage CE. Du ressenti général de l'équipe, c'est quand même un mode super simple à mettre en place. Vous mettez ce que vous souhaitez comme objectif en volume courant, en ETCO2, et la machine se charge de tout. L'adaptation, quand vous avez déjà manié des Perseus et des Zeus, franchement, ça prend 2 minutes. Et l'upgrade sur vos machines est assez facile, c'est une mise à jour logicielle. Malheureusement, comme toute bêta, il y a quand même un peu il y a du contre. On n'avait pas l'impression que les alarmes qui avaient été implémentées, ce que je vous faisais voir sur un des screenshots, étaient assez parlants pour se rendre compte des variations de fréquence et de volume appliquées aux patients. Ceci découle de problèmes qu'on avait eus sur des variations de pression et de fréquence respiratoire assez importantes. Donc des fois, on se retrouvait avec des patients qui étaient ventilés à des petites fréquences et des volumes courants qui étaient assez importants, et inversement. Ça, comme je vous dis, c'est une bêta, une V1. Ils sont en train de travailler, ils nous ont beaucoup écouté pendant les phases de test afin d'améliorer ce mode de ventilation jusqu'à temps d'avoir quelque chose de plus... qui correspondent plus à nos pratiques, plus usuelles, et on espère bientôt chez nous pouvoir retester cet appareil pour voir si nos retours faits au niveau de la clinique sont bien implémentés dans ces machines. Autre chose qui est importante par rapport purement à notre ressenti clinique, c'est se dire on va essayer de maintenir un paramètre, la PET-CO2, de façon stable, mais est-ce que le fait de maintenir ce gradient, enfin cette PET-CO2 stable, va nous maintenir au final ce qui va nous intéresser dans certaines chirurgies, principalement, on va en parler après de la neurochirurgie, avoir une PaCO2 stable. Alors c'est sûr que c'est des études qui datent un petit peu, mais qui sont intéressantes. On sait que chez le sujet sain, on est entre 2 et 5 mm de mercure, et dans 80%, la PET-CO2 et la PaCO2 varient dans le même sens. Quid des 20% qui restent? C'est ce qui a été décrit dans ce travail. Un collectif, je crois qu'il y avait 250 patients en tout, et on se retrouve, que ce soit en neuroanesthésie, en réanimation ou en traumato, certaines quantités de patients qui vont partir plutôt sur une augmentation
de ce gradient, ou au contraire une diminution de ce gradient, qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Et quid aussi dans notre pratique de tous les jours, des variations brutales de cette PET CO2, mais qui ne sont pas d'origine forcément ventilatoire. L'arrêt cardiaque, bon, c'est sûr, c'est caricatural. Le bronchospasme, l'obstruction, c'est des choses qui arrivent quand même régulièrement. Crise d'HM, encore une chose, quelque chose de rare, mais par exemple les problèmes de réinhalation et autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément dédier à la surveillance pure et stricte de la PET CO2 à ce mode de ventilation, mais c'est une aide pour pouvoir optimiser ce paramètre. Autre chose qui va nous intéresser dans notre pratique quotidienne, c'est quid de la laparoscopie. On sait bien qu'il va y avoir une réabsorption de CO2 quand on a des célios qui sont longues, et on va avoir aussi cette différence entre la PaCO2 et la PET-CO2 qui vont diminuer, voire s'inverser carrément chez 50% des patients. Qu'est-ce qu'on en fait de ce paramètre alors? Et peut-être, on va dire que pour la célioscopie, généralement, ce ne sont pas des cérébrolésés, ce qui est quand même pas souvent le cas de faire une célio dans ces cas-là. En neurochirurgie, c'est capital d'avoir une PaCO2 à peu près stable. Généralement, on a des gradients qui sont à peu près à 6 mm de mercure, mais on a quand même 25% de nos patients qui vont faire des variations dans le sens opposé. Donc, typiquement, vous allez vouloir garder une PET-CO2 stable à 35 par exemple, et vous allez voir 25% des patients qui vont être soit au-dessus de ces 35, soit en dessous, sans que vous puissiez avoir quelques moyens que ce soit de le savoir, hormis de faire des gazométries itératives. J'espère que j'ai pu vous convaincre et vous parler un peu de notre retour. À titre personnel, je suis assez convaincu de ce mode de ventilation, ça va pas mal nous aider. Probablement dans le sens où on va avoir moins tendance à devoir faire des réglages itératifs, moins souvent aussi oublier de faire ces réglages itératifs pour maintenir cette PET CO2. Et après, quid, on vient d'en discuter juste avant en préambule avec notre modérateur, ça pourrait être intéressant de coupler ce genre d'appareil, par exemple sur une fin d'anesthésie. Traduction, on pourrait coupler par exemple ce système de séparation de patients pour pouvoir les extuber, là, Encourage SB, pour la ventilation. On pourrait penser à une boucle semi-fermée du style le bis est en train de remonter, la machine détecte qu'on est en phase de réveil et basculer d'un mode contrôlé strict vers un mode contrôlé avec une marge de respiration afin d'extuber au plus vite le patient. Après, on est sur quelque chose qui est, on va dire, récent et maintenant c'est à vous de travailler avec les gens de chez Draeger et d'autres pour essayer d'optimiser tout ça, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis sûr que ce topo a soulevé un peu de curiosité de la part de notre assistance. Est-ce que vous avez des questions pour le docteur Constance, qui doit être en France celui qui connaît forcément du coup le mieux ce mode? Nous, on l'a testé seulement une journée. Donc... Est-ce qu'au niveau diagnostic de variation, vous en avez un petit peu parlé, quand vous avez une TCO2 qui bouge, notamment, bien sûr, souvent, vous avez un tas de diagnostics à évoquer, est-ce que ça vous n'empêche pas d'arriver à un diagnostic C'est justement ça le problème de cette bêta, c'est peut-être il manque un peu d'alarme pour dire attention, là la PET CO2, on cherche à ce qu'elle soit stable, mais on est obligé d'appliquer beaucoup de variations très rapidement afin de la normaliser. C'est sûr que nous, de ce qu'on a utilisé, moi je regardais assez souvent cet historique afin de savoir et de repérer que j'étais à je sais pas, 15 de fréquence respi, et là d'un seul coup j'étais obligé sur 10 minutes, un quart d'heure de passer à 7 de fréquence respi. Vous voyez, d'avoir une cinétique. C'est pour ça que ce tableau de tendance et de données est hyper capital à avoir à vue. Mais encore une fois, ce système d'alarme à travailler, je suis sûr que ce sera implémentable assez facilement pour une nouvelle version à tester bientôt. En fait, je pense que ça permet de ventiler sans toucher, en touchant moins au bouton 95% des patients.
et que dès qu'il va se passer un problème, une chute brutale de TCO2 liée à une baisse de débit cardiaque, parce que en gynéco ça saigne aussi de temps en temps, à ce moment-là, alors déjà la machine, si vraiment ça chute brutalement et qu'elle n'arrive pas immédiatement par des mesures correctrices à remettre le TCO2 dans la zone de confort, elle va rebasculer dans le mode précédent. Donc si vous étiez en VAC avant d'enclencher la SVC, vous allez rebasculer en VAC. Et puis pour l'anesthésiste ou l'IAT, je pense que ça va être un plus grand confort dans 95% des patients en régime de croisière pendant les quelques heures de la célioscopie. Mais il va falloir acquérir le réflexe supplémentaire quand ça ne va pas et qu'on va peut-être passer la tête de l'autre côté du champ, commander les culots, mais de rebasculer dans un mode où on contrôle un petit peu plus ce qu'on fait. Voilà, c'est-à-dire que l'automatisation ne doit pas nous faire perdre ce réflexe, peut-être de rebasculer dans un mode qu'on connaît plus et où on peut maîtriser les choses et où on laisse s'envoler ou descendre le TCO2 parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, juste à côté. Professeur Futi. Merci beaucoup Benjamin, c'était vraiment intéressant, au moins intéressant. J'ai une question. À quoi ça sert quand on est en ventilation à volume contrôlé? C'est pas un mode justement en volume, c'est un mode en pression. Eh oui. Merci. C'est une remarque qu'on aura fait aussi. Mais à volume garanti. Entre 6 et 8 ml/kg par exemple. Ouais. Non, après, je suis un peu critique, hein, mais j'ai peur que on nous confie de nouveau, pardon à boucher vos oreilles, mais je le leur dis régulièrement, qu'on nous confie de nouveau un mode auquel finalement on ne comprend pas grand-chose, dont on ne sait pas exactement à quoi ça sert, qui va nous perdre, et dont finalement on n'aura pas véritablement besoin, quoi. Ce dont on a besoin, c'est d'arrêter de faire n'importe quoi. Et on peut le faire très simplement en réglant son ventilateur en ventilation à volume contrôlé. Et donc tous ces modes exotiques, celui-ci en est un, mais il y en a plein d'autres, hein, chez Dragueur, mais comme tous les concurrents de Dragueur également en ont. Il faut arrêter avec ça, quoi. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas à quoi ça sert, et c'est potentiellement dangereux pour les patients dont on s'occupe. Donc arrêtons, faisons des choses simples, on sait comment ça marche, on sait quels sont les objectifs, quelles sont les limites, et on arrête de faire des bêtises chez nos patients. Voilà. Alors, peut-être une solution, au lieu de faire varier deux paramètres, faire à la fois, faire varier la P1 et la fréquence, pourquoi pas, après c'est les ingénieurs qui diront si c'est faisable, hein, de définir une P plate max en volume courant et faire varier uniquement la fréquence respi. C'est une piste. C'est ça aussi notre job de consultant, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des liens d'intérêt avec les industriels. C'est pour de temps en temps leur faire toucher du doigt que faut arrêter le délire, quoi. Faut arrêter le délire. Après, en faisant peut-être l'avocat du diable, mais c'est mon rôle, le fait de pouvoir régler les bornes de VT entre 6 et 8 ml/kg peut être une sécurité. C'est-à-dire que dans un monde idéal où tout le monde fait bien, ça ne sert probablement pas à grand-chose. Ouais. Mais dans un monde où sur une célioscopie rédux de côlon qui va durer 8 heures quand le chirurgien est un chef de clinique et que la capnie ou le TCO2 va arriver à un niveau extrêmement élevé, où donc la seule réponse à 18 heures quand il n'y aura plus personne sera d'augmenter le VT, peut-être que finalement ce mode va régler le TCO2 tout seul en respectant 6-8 ml/kg. Mais bon, bien sûr, ça c'est pas Clermont-Ferrand, on fait tout très bien. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Non, eh bien, alors nous allons passer au dernier topo, présenté par le professeur Constantin, titre très mystérieux qui s'appelle « La ventilation protectrice du bloc à la réanimation » ou l'inverse. Trop bien. Ça me fait plaisir pas que tu te payes la gueule de Clermont-Ferrand toutes les 2 minutes, mais que tu n'aies pas plus compris le titre que moi. C'est incompréhensible ce titre. Je ne sais pas si vous avez compris en regardant le flyer, moi je n'ai pas compris. Et en fait, c'est qu'il y a une erreur. Je l'ai appris hier qu'il y avait une erreur, parce que le titre c'était « Monitorage de la ventilation mécanique du bloc à l'AREA ». Moi je n'avais pas compris du tout, donc j'ai refait les diapos un peu rapides pour réaxer. Mais c'est un bug, ça doit venir de l'ASFAR. C'est le comité d'organisation qui a dû merder. Donc en fait je ne vais pas vous parler de la ventilation protectrice du bloc à l'AREA, mais bien du monitorage. Moi j'ai des liens d'intérêt avec un peu tous les marchands de ventilateurs, mais pas que. Ce qui permet d'être libre de ce qu'on dit. J'ai aucun scrupule là-dessus, je ne m'enrichis pas. Si, aux grandes dames de ma banquière et de ma femme, c'est pas pour moi. Et donc, je vais vous parler de monitorage. Du bloc à l'AREA, vice-versa, et de ventilation protectrice. De monitorage de la ventilation protectrice. Donc, la ventilation protectrice, c'est lui, c'est le chauve. Monitorage, c'est moi. Pourquoi? La ventilation protectrice, c'est bien.
Tout ce qu'il a dit, c'est vrai, il faut faire, c'est magnifique, surtout quand on est dans la partie au milieu de la courbe de Gauss, mais peut-être c'est pas toujours aussi simple. Si on revient un peu en arrière, vraiment en arrière, là où on ne savait même pas qu'il fallait pro-oxygéner pour extuber les malades. Et au début, on a fait des ventilateurs parce qu'il a fallu sauver des gens. On n'a pas réfléchi, hein, on a dit il faut trouver un truc, on va sauver des gens. Puis après, on a essayé de comprendre un peu ce qu'on faisait, et 40 ans, 50 ans après, on a un peu d'évidence base médecine, de trucs qu'on a vérifiés, grâce à des travaux. Un peu ce qu'a expliqué Manu, la ventilation protectrice. Mais qu'est-ce qu'on sait globalement au bout de 50 ans? Là aussi, il faut rester humble. On sait que ce qui est important, c'est de ne pas massacrer le poumon. Et donc, ce qu'on a appris à une époque où ce n'était pas l'ordinateur qui le faisait, mais c'était les docteurs qui disaient il faut absolument régler laisser la capnie entre 28 et 32 chez Matt Dorea, par exemple, et absolument les oxygéner. On a tué des malades, mais à l'appel. Donc, ce qu'on sait d'évidence base médecine, c'est qu'il faut faire attention à ne pas agresser. Il faut revenir aux bases. Primum non nocere. Si on sauve personne, qu'on essaie de ne pas trop en tuer à cause de nous. Donc, si on résume 50 ans de recherche, c'est pas pour être iconoclaste, hein, mais en ventilation, sur 50 ans de recherche, qu'est-ce qu'on sait? La P plate, c'est jamais plus de 30. Jamais. Même chez le malade de réa, grave, etc., quand il y a plus, c'est jamais plus de 30, sinon c'est criminel. Le bas volume courant, c'est probablement pas discutable, 6-8. Et il n'y a pas trop de discussion à avoir, là, les niveaux de preuve, ils sont bons. Que c'est du poids idéal théorique. Donc on règle le VT sur la taille et sur le sexe. Et pas de raccourci. Que pour faire simple, on fait taille moins 100 chez les hommes et taille moins 110 chez les femmes. Il n'y a pas de justice. Si après vous voulez faire sûr, vous prenez la formule de Lorentz, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et ça change juste un truc chez les femmes petites. Chez les femmes de moins d'1,52 m, la formule de Lorentz décroche du taille moins 110. Pour tous les autres, c'est bien. Donc ça, c'est assez simple, il faut faire. 50 ans de recherche. Donc VT 6-8, PIP 6-8. Ça, c'est Manu Futier. Manu, il aime bien les trucs simples. Simpliste. Ouais, simpliste. Quand il joue au rugby, quand il était petit, il jouait devant. On pousse. Mais l'avantage, c'est carré, c'est pas compliqué, 6-8. Même l'ordinateur, il va le faire. Et probablement une manœuvre de recrutement toutes les 30 minutes. Ça, c'est impro. Mais j'aime bien, c'est assez cohérent, moi, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit trop. Je suis pas sûr. Mais une fois qu'on a fait ça, probablement qu'on est bien au milieu de la courbe de Gauss. Mais dès qu'on s'en écarte un peu trop vieux, un peu trop gros, un peu trop fumeur, un peu trop saucisse, chirurgien qui tire un peu trop fort, etc., peut-être que ce n'est pas l'idéal. Et si on va un peu plus loin, il y a une question qui était vachement bien. Moi, j'étais assis, j'ai pas eu droit à une chaise, donc j'étais vautré par terre. Oui, mes conflits d'intérêts sont limités. J'ai même pas droit à une chaise quand j'entre. Punition. J'ai entendu une question intelligente, c'est quand est-ce qu'il faut la refaire, la manœuvre de recrutement? C'est pas idiot, ça. C'est pas idiot. Et si on fait moderne, quand on revient au basique, Peter Sutter, 1975, Peter, en 1975, il disait on ne va pas faire n'importe quoi, la PO2 pour régler la PEP, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder d'autres trucs. Alors j'ai vu que Manu parlait de compliance. Peter Sutter aussi parlait de compliance à l'époque, mais il était moins convaincu que toi quand même. Mais on verra ça. Donc quand on fait une manœuvre de recrutement, j'en sais rien. Et quand on regarde le papier de nos concurrents européens sur leur stratégie haute PEP versus bas PEP et manœuvre de recrutement, avec des petits VT, leur réponse à quand refaire des manœuvres de recrutement, ils disent après un acte des recrutants. Se foutent de notre gueule, les mecs. Hein, parce qu'en réa, moi je vois, c'est quand on aspire, quand on débranche le malade pour l'amener au scanner. Combien de fois, tous les jours au bloc, vous prenez le malade en disant au chirurgien, hop, t'arrêtes, je vais faire un scan. J'ai envie de me promener, je vais faire un scanner. Ou stop, je l'aspire. Combien de fois vous aspirez les malades? Donc c'est du foutage de gueule. Ça a été designé, on a parlé 50 fois avec Manu, par des mecs qui ne savent pas ce que c'est que la réanimation. Paolo Pelosi, il n'est pas rentré dans un bloc depuis 35 ans à peu près. Et Marcus Schulz, il est interniste. C'est-à-dire que le bloc opératoire, il ne sait pas comment ça s'écrit. C'est pas AUC, Marcus, bloc. C'est pas UC. Donc c'est pas une bonne solution. Mais on ne sait pas, hein, pourtant. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut la refaire. Et niveau de PEP, notre pilier, là, il fait 6-8. Mais peut-être qu'il y a des malades pour qui 5 c'est bien. Et d'autres, il faut peut-être 10-12. Et moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas comment y répondre. Donc ce qu'il me faudrait, mais ce que je dis pour le bloc, c'est valable pour la réa, c'est pareil. Moi, je fais plus de réa que de bloc. On a exactement les mêmes problèmes sur le recrutement, sur la PEP, tout ça. C'est monitorer. On voudrait monitorer la ventilation mécanique. Sur le plan hémodynamique, on est hyper riche en monitorage.
On peut tout monitorer. Vous avez le malade qui bouge une oreille, ça fait bouger le delta PP, vous êtes au courant. Vous avez une alarme sur le delta PP. Attention, l'oreille bouge. Donnez du fluide. Sur le poumon, qu'est-ce qu'on fait pour monitorer? Ben, ça fait 50 ans qu'on se pose la question. Et quand on dit je vais monitorer la ventilation mécanique, prends l'interne, tu lui dis regarde Coco, je vais te montrer comment on monitore. Et là on sort la courbe pression de temps débitant. Ça fait 50 ans qu'on regarde la même chose. Mais on n'a rien d'autre. On n'a rien de rien de rien. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il faut bien faire quelque chose quand même. Alors on peut regarder, quand on est sioux, quand on fait des dîners de con sur la ventilation mécanique avec Manu, des fois on fait un dîner de con entier sur le débit expiratoire. Et on arrive à voir s'il faut aspirer le malade, si la fréquence est la bonne, etc. Mais c'est pas intuitif, mais on peut faire. Globalement, ce qu'on va regarder là-dessus, c'est les pressions. Donc il en a parlé un petit peu. Quelle pression? La pression de plateau. Alors sur le plan physiologique, c'est pas entre 1 et 5, c'est 3 secondes la pression de plateau. Mais ça, c'est la physiologie dans les labos. En pratique, ouais, soit on n'a pas de système de mesure, on fait une petite pause de 3 secondes. Soit sur certains ventilateurs, on met un petit temps de pause et on peut avoir une pression de plateau à 0,1, 0,2 secondes. Elle n'est pas super juste. Mais on s'en fout, elle est toujours supérieure à la vraie. Donc si vous dites ma pression de plateau dynamique, je la bloque à 30, je refuse d'aller au-dessus, vous êtes sûr que vous n'êtes pas délétère. Donc en soi, c'est déjà peut-être pas trop mal. C'est pas sexy. Alors on peut faire à la mode, ça a été remis à la mode, c'est un truc, c'est vieux, ça a 50 ans, la pression motrice. Pression motrice, je suis sûr que vous avez appris en même temps qu'il faut préoxygéner avant d'extuber, on apprenait la pression motrice. Mais comme c'est revenu à la mode, on dit la driving pressure. Et alors ça marche, tous les papiers à l'heure actuelle on parle de driving pressure, et Manu il aime énormément ça. Donc P plate moins pipe, déjà ça fait moins sexy. Et P plate moins pipe divisé par la compliance, c'est le VT divisé par la compliance en fait. C'est uniquement un truc pour faire comprendre aux Américains qui n'ont jamais compris ce que c'était que la compliance, qu'on peut faire simple. En gros, ça veut dire quoi? Que vous mettez votre pipe à 10. La pipe est à 5, vous la passez à 10. Votre driving pressure, sur un VT stable, elle ne bouge pas, voire elle diminue un petit peu. Ben, c'est sûrement que vous avez recruté. Si quand vous passez de 5 à 10 de pipe, vous augmentez votre pression motrice, ben, c'est que vous distendez. Ça a fait 2 New England, 3 JAMA, etc. C'est un effet mode. Il faut dire que les mecs qui ont publié ça sont très très forts. Ils ont sorti ça avec des écarts-types. Nous, on fait de la cellule. La cellule, on contrôle tout quand on fait de la cellule labo. Ben, on a des écarts-types sur la cellule qui sont plus gros que ceux qu'ils ont trouvés sur 8000 malades. Ils sont très très forts, les gars. Bref, c'est un truc qu'on peut faire. Si on voulait faire plus sioux, on pourrait regarder la pression transpulmonaire. Ça, c'est bien. La pression transpulmonaire, ça permet de comprendre. La pression transpulmonaire, c'est la différence entre la pression airway et la pression pleurale. Donc c'est vraiment la pression qui règne dans le poumon. Mais ça, c'est hyper intéressant pour comprendre, c'est hyper intéressant peut-être chez la RDS, hyper compliqué, etc. Mais c'est pas faisable, il faut foutre une sonde oesophagienne, c'est hyper compliqué, c'est dur à faire. Mais pour comprendre, c'est important. Pour comprendre pourquoi, par exemple, un patient qui a, avec on va dire 30 de pression de plateau, chez le sujet mince qui a le poumon sain, ben vous allez avoir une pression transpulmonaire qui est hyper importante. Et donc c'est peut-être délétère. Alors chez le patient obèse qui a 50 de BMI, les 30 de pression de plateau, c'est délétère parce que vous fermez le poumon, c'est pas assez pour lui, parce qu'on s'écarte. Donc c'est hyper intéressant, mais c'est pas de la médecine. Ni au bloc, ni en réa, c'est pas possible, c'est de la recherche. Ça. Alors Manu il dit la compliance, moi je veux bien, c'est un peu plus élégant. Se dire que quand on met par exemple de la pression sur ce travail de mèche, plus on monte la pression, plus la CRF augmente. Et la CRF c'est comme un ballon baudruche, plus vous soufflez, plus ça gonfle, jusqu'à ce qu'il vous pète à la gueule. Le poumon ça pète plus tard. Quand même. La compliance, c'est un moment où on va dire oh ça suffit, vous avez trop poussé, je rebaisse. Vous voyez là le poumon s'ouvre, la compliance augmente, et puis la compliance rebaisse, c'est que le poumon commence à être un peu distendu. Mais ça reste très grossier. Si on veut faire un peu mieux, mais on s'éloigne du terme de monitoring, on pourrait coupler en même temps que la compliance les spasmores. Et les spasmores, quand vous recrutez, ils baissent. Et quand vous continuez à monter la pression, la compliance continue à monter, et là, les spasmores, clac, ils remontent avant la compliance, avant que la compliance rebaisse. C'est le début de la surdistension. Ça veut dire que vous écrasez des capillaires pulmonaires. Vous vous souvenez de ça, on a appris en physiologie. Quand on pousse trop, quand on écrase les zones de ouest, on écrase des capillaires, on monte les spasmores. Donc il faut découpler compliance et spasmores. Ça devient compliqué. Cher et compliqué. Donc ça ne va pas.
Puis moi, c'est rigolo, les trucs comme ça, c'est de la physiologie, mais ce que j'aime bien, c'est voir. C'est pratique, quand on voit ce qui se passe, c'est mieux. Alors on peut voir les cours pression-volume, moi ça marche pas, il y a plein de façons. L'échographie, c'est truand les mecs, l'échographie, où on voit pas ce qu'il y a dans le poumon avec l'échographie, où on voit pas bien, ça va pas. Ce qui nous intéresserait, c'est de voir ce qu'on fait, mais que ce soit pas nécessairement vu par le super expert de l'échographie pulmonaire entre le 3e et 4e espace intercostal droit, où il est très très fort. Mais il n'y a que lui, il y en a un dans le monde. Ça ne sert à rien. Ce que je voudrais, c'est un truc simple. C'est un truc très simple. Alors, on peut faire du scanner. Manu a montré des scans, c'est magnifique. Mais le scanner, c'est de la recherche. Ah, ça fait 20 ans que je trimballe des malades au scan pour comprendre ce qui se passe dedans. C'est de la recherche et pas de la clinique. On ne peut pas. C'est dangereux, ça irradie. C'est impossible. L'échographie, je vous ai dit qu'à part 2-3 experts, c'est vraiment un hold-up, parce qu'on essaie de nous vendre pour l'aération pulmonaire, hein, pas pour le reste. Faites de l'ALR sous écho, mais faites pas de l'échographie pulmonaire pour savoir si c'est recruté. Donc il faut autre chose. Là, c'est le papier de Belaïd, qui est un copain, mais Belaïd, 1, il est très très fort, et 2, c'est un hold-up. C'est pas reproductible, et puis il faut 20 minutes pour regarder si le poumon est ouvert. Vous avez que ça à foutre, vous passez 20 minutes à regarder le poumon, changez la PEP, vous attendez 5 minutes, et vous repassez 20 minutes à regarder le poumon. Les mecs se moquent de nous. C'est pas possible. Donc il faudrait voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, je vais vous faire de la science-fiction. Ça existe. Ça s'appelle iLung. C'est Steve Jobs qui a créé ça. Non, ça s'appelle l'impédance-métrie tomographique. Et c'est celui qui est fait par Drager, c'est le Pulmovista. Pulmovista, je vais vous montrer ce que c'est. C'est de la science-fiction, mais qu'à moitié quand même. Parce que ça existe déjà, c'est déjà dans quelques services. C'est déjà utilisable. Le Pulmovista, ça va vous permettre de voir de façon non invasive, non agressive, ce qui se passe dans le poumon. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le Pulmovista? C'est ça, c'est une espèce d'appareil qui va tout seul, une ceinture, qui va envoyer, je vais vous faire rapide parce que c'est pas un dîner de con, des micro-impulsions électriques et qui va enregistrer en tournant très vite autour et qui va réussir à reconstruire une image, pas anatomique, une image fonctionnelle de ce qui se passe à l'intérieur, en termes d'aération. Donc je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce que ça peut être intéressant et pourquoi je crois que ce n'est pas de la science-fiction et que c'est probablement l'avenir de ce qui va se passer. Donc là, c'est l'image. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec un scanner. Il ne faut pas chercher la tumeur là-dessus ou la déviation bronchique, ça ne marchera pas. C'est juste là, on sait, ça ventile pas. C'est bien, c'est simple. Moi, j'aime bien ce qui est simple. Pourquoi est-ce que le BIS, ça marche assez bien? Parce qu'on le met sur le front, on a un chiffre. On devrait avoir des choses qui ne sont pas très différentes de ça avec ça. Si vous voulez que je continue, et si vous allez supporter les 2 premiers orateurs, c'est que la ventilation vous intéresse, donc je fais un peu de pub. On organise, dans le cadre de la SFAR, la journée monothématique réa sur la ventilation mécanique, avec plein d'auteurs qui comprennent. C'est de la physiologie à la pratique, et Luciano Gattinoni qui vient faire 1 heure de topo sur 50 ans de recherche de la pression au volume. C'est à la Pitié, c'est fin novembre, organisé par la SFAR, c'est pas cher, surtout si vous êtes membre, venez nombreux. Donc je reviens à l'EIT. Mais c'est important, hein, c'est un truc important. L'EIT, vous voyez, on va pouvoir découper en zones, de la partie antérieure à la partie postérieure du poumon, et on va voir ce qui se passe sur chaque inspiration. On va mesurer une impédance-métrie, fin d'expiration par exemple. Là, je vous montre un tracé sur une étude qu'on a faite, qu'on a finie, d'un malade qu'on préoxygène. Il y en a qui avaient de la VNI, d'autres qui avaient de l'optiflow, d'autres qui avaient du masque, etc. On préoxygène. Vous voyez, là, on arrête la préoxygénation, on intube le patient. Plus de signal, puisqu'il ne respire plus, il a été endormi au moment où on l'intube. Et puis, on repart derrière. Et cette impédance-métrie de fin d'expiration, ça ressemble un peu à la CRF. Et là, on a l'impression que mon chef de clinique qui avait réglé le ventilateur, il a fait ça comme un salaud. Parce qu'on voit le poumon qui se ferme sous nos yeux. Pas assez de pipe, pas assez de VT, pas assez D2, enfin, il y a un problème. On voit ce qui se passe en vrai. Et quand on regarde, c'est pas que de la compliance. Là, on voit ce qui se passe dedans. Regardez, quand on regarde les 3 méthodes de préoxygénation sur l'impédance-métrie, on voit que avec la VNI, on augmente plus l'impédance-métrie de fin d'expiration qu'avec le ballon et beaucoup plus qu'avec l'optiflow. On aurait pu mesurer de la CRF, par exemple. Et là, on est hyper content. On dit la VNI, c'est quand même vachement bien, ça monte vachement plus le volume pulmonaire que les autres techniques. C'est très très bien. Sauf que si on regarde exactement ce qui se passe à l'intérieur, ben, ce qu'on voit, c'est que la VNI, elle fout du gaz dans les zones aérées.
C'est-à-dire dans les zones qui étaient non dépendantes du poumon, hein, dans les zones antérieures où il y avait déjà de l'air, ben, quand on pro-oxygène en VNI, on fout de l'air là-dedans. Sur les zones postérieures, quand on tendance à se fermer, on n'y va pas du tout, du tout, du tout. Donc l'augmentation de volume, elle ne sert à rien dans ce contexte-là. Ce n'est pas très important. Parler de réglage de la PEP. Ou quand est-ce qu'il faut recruter. Regardez, on avait fait, ça c'est un truc qu'on a fait au début, quand on avait la machine. On a maintenu la PEP à 30 cm d'eau, la PEP plate à 30 cm d'eau, en faisant PEP trial, c'est-à-dire en descendant la PEP petit à petit. Donc on montait le VT pour maintenir la PEP plate à 30. Voilà ce que ça donne là-dessus. Donc vous voyez, on part PEP 20, on descend, PEP 18, PEP 16, on voit de l'orange qui apparaît. L'orange, sur l'ancien logiciel, c'était de la perte d'aération. 14, on a encore de la perte d'aération. 10, on a encore de la perte d'aération. Si je fais un focus sur 10, on voit que PEP 10, mon poumon, je le vois se fermer sous mes yeux. C'est rigolo ça, hein, on le voit fermer. Probablement que chez ce patient-là, c'était PEP 18 qu'il fallait faire. Pas un malade de bloc, hein, c'est un malade de réa. Mais j'arrive à voir, en faisant un PEP trial, à voir exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est intéressant. L'aspiration trachéale. Hop, on est en salle de réveil, on est en réa. Ça fait 15 ans, moi, que je dis, après les aspirations trachéales des malades graves, il faut faire une manœuvre de recrutement. Parce que quand on aspire, on ferme tout. On a eu la machine, il y a, je sais pas, 5 ans. Je dis, on va regarder ça, je vais enfin pouvoir montrer ce que je dis. Ben, ça faisait 15 ans que je racontais des conneries. Après une inspiration trachéale, vous voyez, là c'est le LI global, ben, on revient à la base. Que ce soit dans les zones antérieures, postérieures, derrière, etc. Il n'y avait rien qui se fermait. 15 ans que je racontais dans tous les congrès qu'il fallait recruter, c'était une ineptie. J'ai à deux doigts de changer de boulot. J'ai appelé l'école, j'ai dit, trouve-moi un bateau sur l'Atlantique, je vais faire skipper, moi ça ira plus vite. Malade d'après, autre logiciel qui récupère, eh ben, le malade d'après, quand on l'aspire, eh ben, lui, il n'arrive pas du tout à reprendre son volume pulmonaire, donc lui, il faut le recruter. Donc c'était pas que c'était complètement con de dire qu'il faut recruter, c'est qu'il ne faut pas recruter tous les malades après une aspiration trachéale. Mais si on se fie à la SPO2 ou au... Ah, il est bien recruté celui-là, ça ne marche pas. Alors soit on fait les conneries que je faisais, on recrute tout le monde, soit on dit on ne recrute pas, il y en a qui on va laisser le poumon fermé, on va ventiler du poumon fermé, donc on va faire de la lésion, et c'est pas bon. Donc il faut qu'on avance là-dedans, et ça c'est un moyen. Alors est-ce que ça peut faire mieux? Quand on regarde, et je ne vais pas passer 2 heures à vous expliquer les études, ça c'est les docteurs qui réglaient la PEP, et là c'est après mesure de l'impédance-métrie. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le choix de la PEP fait que le poumon est beaucoup plus homogène. Quand les docteurs choisissent, on a une homogénéité entre les zones antérieures et les zones postérieures qui est importante, très importante. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du recrutement dû par le volume courant. Et celui-là, il n'est pas bon, parce que c'est des zones d'alvéoles qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment, ça fait cracher de l'inflammation, ça détruit des cellules, c'est pas bon. Mais quand on règle à partir de l'EIT, on voit qu'on arrive à stabiliser le poumon en faisant sur autre chose. Donc probablement intéressant. Donc pour régler la PEP comme ça, et là on voit, on prend 2 niveaux, et on voit que là on peut mettre la bonne PEP, qu'elle va se situer par là. 12-10, vous voyez, on n'a pas de différence entre les zones dépendantes et non dépendantes. Si on se met à 14, on surdistend un peu. Si on baisse la PEP, on voit que les 2 zones s'écartent. Ça veut dire qu'on génère l'inhomogénéité de nos patients, et ça c'est pas bon. C'est des trucs qu'on ne peut le faire qu'au scanner, en recherche, ou avec ça. Donc c'est une vraie avancée par rapport à ceux qui ont fait de la recherche. Est-ce qu'on voit la surdistension? La surdistension, on ne peut pas la voir. La surdistension, on peut la voir au scanner quand on fait de la recherche, c'est-à-dire quand on a le logiciel de densimétrie. C'est 4 heures à peu près pour analyser un scan. Le radiologue, ou là, à l'œil nu, on ne voit pas au scanner la surdistension. C'est noir. Que ce soit sain ou surdistendu, on voit du noir. Quand on applique des filtres, on voit qu'on surdistend et que c'est dangereux. Ben, avec l'impédance-métrie, et je passe aussi rapidement là-dessus, on va arriver à trouver, en faisant des PEP trials, on voit la surdistension d'un niveau par rapport à l'autre, dans les zones non dépendantes du poumon. On voit là où ça se ferme, où ça ne se ferme pas, et on arrive à dire, ben voilà où il faut que je me mette, là où j'ai le moins de surdistension possible et le moins de dérecrutement en opposé. Donc c'est une vraie avancée. J'aime beaucoup cette méthode, celle de Marcelo Amato au Brésil, vous voyez, qui prend 2 niveaux, un dans les zones non dépendantes, un dans les zones dépendantes. Il fait 2 PEP trials descendants, et il arrive à voir, en fait, se mettre le moins d'hyperinflation, le moins de dérecrutement, mixant les 2 courbes. Ben, la meilleure PEP pour ce malade, c'est ici. Hop, je vais aller trop vite. Ça prend 2 minutes. C'est absolument génial. Quand on a passé 15 ans au scanner à essayer de comprendre ce qui se passait, on se dit que là, on peut faire les choses en direct. Dans un futur proche, parce qu'ils ne l'ont pas encore,
On va faire un truc là pour ceux qui ont appris la médecine au moment où on apprenait à pro-oxygéner avant d'extuber, mais ça va tous vous rappeler quelque chose. Ça va tous vous rappeler un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore mieux? Parce que là, on voit le poumon. On voit le poumon, on est content. Les mecs comme moi, ils sont contents. Mais les docteurs qui ne connaissent pas que le poumon, il leur faut d'autres trucs. Qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui est lié à la volémie, qui explique l'oxygénation, qui explique l'élimination du CO2? Les rapports ventilation, perfusion, ça vous dit quelque chose? Avec l'impédance-métrie, on va avoir, parce que les mecs qui font de la recherche l'ont déjà, on va avoir les rapports ventilation-perfusion au lit du malade. C'est-à-dire que vous foutez la ceinture, vous faites de votre induction, le chirurgien installe le malade avec les pattes en l'air, ou les pattes en bas, ou ce que vous voulez, et vous allez voir les rapports ventilation-perfusion, ceux de l'ouest. Ben, sans appeler l'ouest, vous les avez devant vous. Et en fonction du niveau de PEP, du niveau de remplissage, de ce que vous allez faire, tout va changer. Et donc on aura juste à mettre le curseur là où il faut. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pour demain. C'est pour demain. Et je trouve ça magique quand on nous parle d'un concept qui n'est jamais sorti des labos depuis 40 ans, qui sont les VAQ. C'est affreux quand on est jeune interne d'anesthésie, les rapports ventilation-perfusion, c'est épouvantable. Moi, j'ai lu 3 fois le bouquin de West avant de comprendre un truc. Et je vous jure que les internes aujourd'hui, ils sont pas mieux parce qu'ils comprennent plus que dalle le rapport ventilation-perfusion, ils font de l'écho. Mais là, on va les avoir. Et donc, on va pouvoir adapter. Et ça, c'est un vrai pas vers l'avant, vers le monitorage, autre chose. Mais je sens que je suis en train de vous perdre là avec mes histoires de ventilation-perfusion. Il y en a qui disent, fait chier, il faut qu'on fasse de l'écho, nous, on a autre chose à faire. Question pratique. Qu'est-ce que vous faites en salle de réveil? Est-ce qu'on va faire de l'optiflow, par exemple, en salle de réveil? Il y a des papiers de Manu, notamment, qui disent qu'il y a des malades chez qui c'est bien de faire de l'optiflow. Mais est-ce que vous avez de l'optiflow pour tous les malades qui passent au réveil? Non, hein, ou alors vous seriez chez Fischer Peckel hein, si vous étiez dans ce cas-là. On n'a pas, donc il faudrait choisir. Ma question est comment est-ce qu'on peut choisir quel patient bénéficie ou pas, par exemple, d'optiflow? Je dis optiflow pour faire de la proc, j'aurais pu dire VNI ou autre chose. Ben, mettez votre patient obèse, extubé, qui ne désature pas, il y a 3 litres d'oxygène sur le nez, et vous regardez. Ben, en fait, avec l'EIT en salle de réveil, on va voir que le fait d'extuber les patients, et là de les mettre sous optiflow, ça augmente les volumes pulmonaires. Alors ça, on avait fait ça avec Manu, en salle de réveil, et on s'est fait avoir par les Australiens qui l'ont publié mal, mais avant nous. Donc nos datas ne sont pas publiées. Mais je vais vous montrer ce qu'on a fait, qui est quand même plus rigolo que les Australiens. Nous, on a pris du patient obèse en salle de réveil. 2 litres d'oxygène sur le nez, il va bien. Qu'est-ce qu'on voit quand on lui met l'impédance-métrie? C'est qu'il ne désature pas, mais on voit le poumon qui se ferme. Et on voit notamment, est-ce que je peux voir le mulot? Il est là. On voit les zones postérieures. Donc, 3 et 4, ces zones-là. Et on voit qu'elles ont tendance à se fermer. Ça, c'est de l'atelectasie. C'est ce que disait Manu. Faire des manœuvres de recrutement de la PEP et optimiser en post-op chez le rugbyman à qui on fait la hernie inguinale, on s'en fout, il fait la télectasie, il va tousser 2 coups, puis on n'en parle plus. Mais la mamie qui a le diaphragme comme une tranche de jambon, si vous lui générez des atelectasies en post-op immédiat, ben vous savez qu'à J2, elle a la pneumopathie. À J4, elle est en réa. Et au lieu de rentrer à la maison, à J90, elle est en SSR, elle n'en reviendra jamais. Tout ça parce qu'on a laissé un petit peu d'atelectasie. Ben là, ce qu'on voit, c'est que ce patient-là, il ne désaturait pas. On met l'optiflow, on monte le débit de gaz avec l'optiflow, et on voit qu'on réaère notamment les zones postérieures. Donc lui, il en a besoin, on lui laisse. S'il n'avait pas eu de fermeture, on ne lui aurait pas laissé. Trop cher, on te le pique. Mais donc, on peut faire des choses complètement pratiques avec ça. On n'est pas que sur des trucs ésotériques du pipe trial entre savoir s'il faut faire PEP 16 ou PEP 18 chez le malade en SDRA. Ça, c'est des vrais dîners de cons, c'est autre chose. Là, on est dans la pratique. Est-ce que ce patient, il a besoin que je lui fasse quelque chose? Je lui mets la ceinture 5 minutes, je vois le poumon qui se ferme, ok, bon, on fait de la VNI, on appelle la kiné, on met de l'optiflow, mais on fait quelque chose de pratique et de pas très invasif, on n'a pas besoin d'aller au scanner. Donc pour conclure sur le temps imparti, le sujet qui m'a été donné à moitié, c'est comme la chaise, à moitié. Pour conclure, ce qui est important, c'est ce qu'a dit Manu. Ce qui est important, c'est de ne pas faire mal. Et pour ne pas faire mal, il faut régler le VT sur la taille et le sexe. Il faut faire 6-8 ml/kg, 6-8 cm d'eau de pipe, faire des manœuvres de recrutement, pas laisser monter la paix plate. Ça, c'est la base. Mais probablement que si on va aller un peu plus loin, et on va avoir les moyens d'aller un petit peu plus loin, il faut faire du monitorage de la ventilation mécanique.
parce que ça c'est l'avenir. C'est ce qui va nous faire passer de l'évidence base médecine à la médecine personnalisée. C'est-à-dire au lieu de faire la même chose pour tout le monde, ben, on va pouvoir adapter. Faire de la médecine personnalisée, ça ne veut pas dire faire la médecine de mon grand-père, qui faisait du réglage de la PEP au pifomètre, etc., dans un coin de labo. Non, non, c'est adapter au mieux possible avec des vrais outils au lit du patient. Et pour bouger de la médecine basée sur l'épreuve à la médecine personnalisée, moi je fais le pari que l'impédance-métrie, ça va être un véritable outil pour nous. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel pour ce super topo. Je suis sur plein de gens des questions. J'ai utilisé mon droit de modérateur pour poser la première. Alors moi je travaille en chirurgie thoracique et mes chirurgiens sont très sympas, mais la ceinture dans le champ opératoire, je suis pas sûr que ça va marcher. Et puis j'ai encore quelques années en chirurgie cardiaque où je pense que c'est pareil. Alors comment je fais? Ben, en chirurgie thoracique, il y a un truc qui est assez bête, c'est de demander au chirurgien s'il voit des atelectasies constituées quand il a le nez dans le champ. Oui, T'as cherché sur Clermont depuis 2 heures. Sur le poumon contralatéral en décubitus en dessous. Non mais bien sûr. Évidemment, on peut pas. La limite, c'est le thorax ouvert. Ça, on peut pas. Ou même ouvert partiellement. C'est les pansements. Nous, on a des problèmes avec la chirurgie de l'œsophage, que quand ils ont de pansements énormes pendant 48 heures, bah, tu peux pas. Donc, bien sûr, c'est pas une baguette magique. La CRF? La CRF, on peut. Moi, je suis très embêté avec la CRF pour évaluer l'efficacité du recrutement ou de la PEP. Parce que tant que tu fous du gaz, tant que tu mets de la pression, t'en mets. Alors, je bosse avec G aussi, c'est G, la CRF essentiellement. Pour cette partie-là, je trouve ça pas inintéressant parce qu'on voit pas ce qu'on fait. La CRF, c'est intéressant pour évaluer le dérecrutement. Quand la CRF baisse, c'est que le poumon est en train de se fermer. Mais dire je mets PEP 5, PEP 10, ma CRF monte, ouais, and so what? Ça, Peter Sutter l'avait fait en 75. Tant que tu fous de la pression, la CRF, elle monte. Et je pense qu'en chirurgie thoracique, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de chirurgie thoracique, j'étais plus jeune que toi la dernière fois que j'en ai fait. C'est dire. Il n'y a pas d'outil simple. Il n'y a pas d'outil simple. Il y a des arguments que tu connais mieux que moi parce que ça vient de notre maison pour dire qu'il faut mettre de la PEP et qu'il faut faire de la ventilation protectrice et faire des méthodes de recrutement, tout pareil. Mais pour adapter, je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est pas possible. Ah, ouf. Si c'est en chirurgie cardiaque, vous sortez tout de suite. Hein. Alors c'est la zone à super risque, la zone d'extubation, parce que vous avez écouté tout ce qu'a fait Diffutier. Mais Futier, il s'est arrêté, ouais, voilà, vous recrutez, etc. And so what? Qu'est-ce qu'on fait en fin d'intervention? On coupe les gaz. Alors soit on a le temps, on extube sur table, soit on est à la bourre, le malade est bien oxygéné, on le débranche du truc, on lui met vaguement un ballon sur lequel il n'y a pas de pression sur le lit, et on le pousse rapidement à SSPI. Et là, comble du comble, vous tombez sur une jeune collègue qui a appris qu'il fallait les préoxygéner, donc il va les mettre en oxygène pur, et qui va prendre la sonde d'aspiration trachéale, qui va la foutre dans la sonde d'un tube et faire... Et là, le poumon... Tout ce que vous avez fait, c'est mort. Ça fait 2 heures que vous emmerdez à faire ce qu'a dit Futier, à recruter toutes les demi-heures, ça sert à rien. Tout est perdu. Tout est perdu. Probablement. Ce qui est sûr, pas de préoxygénation, pas d'aspiration dans la sonde. Si le patient a besoin d'être aspiré parce qu'il y a des sécrétions, on l'aspire, on le reventile. Moi, je suis très favorable à ce qu'on garde une pression positive, même pas très importante, dans les minutes avant l'extubation. Les mecs qui ont bossé sur des recrutements en pédiatrie, ils extubent ballonnés plutôt gonflés, pour éviter de perdre, puis ça évite de balancer des sécrétions dedans. La plupart des sondes d'intubation en France aujourd'hui sont en pression basse, donc il n'y a pas trop de risques. Après, si vous avez une cantatrice, moi je ne jouerai pas, même avec la pression basse. Parce que si vous transformez une soprano en baryton ou avec un peu de vibrato, voilà, donc restez dans ces conditions la plus possible. Évitez à tout prix le malade qui est voilà, à l'air ou juste avec un peu d'oxygène qui tient devant. Probablement utiliser des ventilateurs en SSPI, c'est-à-dire le malade qu'on n'a pas pu extuber sur table, je crois qu'il faut le mettre sur le ventilateur
tous les ventilateurs font de l'aide inspiratoire maintenant, faire de l'aide inspi, extuber, et chez les patients à risque, probablement qu'un peu de pression positive, type VNI ou quelque chose comme ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tous, le rugbyman on ne le fait pas. Mais voilà, faire un peu de VNI, c'est un peu de CPAP, c'est un peu de pression positive. Il y a le papier des Italiens, c'est Squadron, le premier auteur, c'est Jama, c'est 2012 si je ne dis pas de conneries, mais je vieillis donc il faut vérifier. Ils avaient fait un petit peu de CPAP en post-op de chirurgie digestive, ils sont tombés de 15% à 0,5% de complications, donc ils ont scié tout le monde. Mais ce qui veut dire qu'un peu, même si le papier est un peu pipoté, c'est une grande équipe qui a fait ça pourtant, ce qui veut dire qu'un peu de pression positive chez les malades à risque, ça vous règle la plupart des problèmes. Je ne sais pas si j'ai été... Parfait. Dans la mesure, comme d'habitude, tu veux dire? Extuber les très assis? Oui, complètement. Mais c'est vrai que ça, c'est... Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, quand on est... Sauf 0,1% des malades où il faut les laisser en décubitus dorsal strict, tous les autres, mais on les met assis, on les extube assis. Hein, mais tu fais... C'est la nouvelle génération de la SFAR, ils sont forts. Hein, Claude, accroche-toi, ils vont nous virer. Justement, on approche de la fin. Est-ce qu'il reste une dernière question peut-être? Tu lui donnes ça, il te bouffe le bras. Vous oubliez que M. Constantin a une hérédité très lourde et que son père, ou je crois, était chercheur devant l'Éternel. C'est bien ça, non? Non, c'est... Ton oncle, non? Non plus, c'est pas la même famille du tout. C'était Bon. dans la même ville, Mais sur la même fonction, mais c'est rien à voir avec moi. Mais je préfère croire que tu as une hérédité. Bien, donc nous allons clore là ce symposium atelier Dragueur. Je vous remercie à tous pour votre présence très nombreuse. Je remercie les orateurs. Je remercie la Société Dragueur pour l'organisation du symposium. N'oubliez pas votre petit carton qui vous permet de récupérer les topos et n'hésitez pas non plus à aller sur le stand voir en pratique comment marche le SVC. Bonne fin de congrès à tous.